En 197 avant Jésus-Christ, deux puissances militaires s'apprêtent à régler leurs comptes dans les collines de Thessalie. D'un côté, Philippe V de Macédoine commande la légendaire phalange héritée d'Alexandre le Grand, cette formation qui avait conquis l'Empire perse et terrorisé l'Asie. De l'autre, Titus Quinctius Flamininus dirige les légions romaines, fraîches de leur victoire contre Hannibal et Carthage après 16 années d'une guerre d'usure qui avait failli détruire Rome. Le conflit ne date que de 3 ans. En 200, Philippe V contrôlait la Macédoine et étendait son influence sur la Grèce. Profitant de l'épuisement de Rome après la guerre punique, il multipliait les agressions contre les cités grecques alliées de la République. Rhodes et Pergame appelèrent Rome au secours. Le Sénat hésitait. Le peuple était las des guerres. Mais l'honneur et les intérêts stratégiques l'emportèrent. Un ultimatum fut envoyé à Philippe: cesser toute hostilité contre les États grecs. Le roi macédonien le rejeta avec mépris. Sa phalange avait battu les Athéniens, les Spartiates, les Thraces. Pourquoi craindrait-il ces Romains qui peinaient à vaincre un général carthaginois? Les comices centuriates votèrent la guerre. Une armée consulaire débarqua en Illyrie à l'automne 200. Les 2 premières années furent décevantes pour Rome. Les généraux Publius Sulpicius Galba et Publius Villius Stapulus menèrent des opérations sans résultat décisif. Philippe tenait bon. Sa phalange repoussait les attaques romaines. Les États grecs restaient neutres, terrorisés à l'idée de choisir le mauvais camp. Tout bascula en 1980 avec l'arrivée de Flamininus. Ce jeune consul de 30 ans parlait couramment le grec et comprenait la mentalité hellénique. Son ascension rapide au consulat lui avait valu des jalousies à Rome, mais il possédait un atout majeur, une vision stratégique claire. Il comprit immédiatement que cette guerre ne se gagnerait pas seulement avec des épées. Flamininus déploya une diplomatie brillante. Il se présenta comme un philhellène, un protecteur de la liberté grecque contre la tyrannie macédonienne. La Ligue étolienne bascula du côté romain. D'autres États suivirent. Philippe se retrouvait progressivement isolé, cerné par une coalition grandissante. Mais le roi macédonien refusait de capituler. Il avait foi en sa phalange, cette machine de guerre réputée invincible. En juin 1977, les deux armées se cherchaient en Thessalie. Philippe campait près de Skotoussa avec environ 25 000 hommes. Ses effectifs comprenaient 16 000 phalangites formant le cœur de son dispositif, 2 000 peltastes, 2 000 fantassins légers illyriens, 2 000 thraces, 1 500 mercenaires et 2 000 cavaliers macédoniens et thessaliens. Pour compléter ses effectifs, il avait dû recruter des adolescents de 16 ans et rappeler des vétérans, signe de l'usure causée par 3 années de guerre. Flamininus disposait d'environ 33 000 soldats, 2 légions romaines complètes, renforcées par 6 000 fantassins et 400 cavaliers étoliens, des archers crétois, des cavaliers numides et une surprise de taille, des éléphants de guerre livrés par Carthage après sa défaite. Cette force composite illustrait la capacité romaine à intégrer des troupes diverses et à les faire combattre ensemble. Les deux armées ignoraient leur proximité. Seules les collines du mont Cynocéphale les séparaient. Ces sommets rocheux devaient leur nom à leur forme évoquant des têtes de chiens. Le terrain était accidenté, rocailleux, parsemé de broussailles. Un cauchemar pour une phalange nécessitant un sol plat. Mais ni Philippe ni Flamininus ne prévoyèrent de combattre là. Pour comprendre ce qui va se jouer, il faut saisir la différence fondamentale entre ces deux formations militaires. La phalange macédonienne reposait sur une arme terrifiante, la sarisse. Cette lance mesurait entre 5 et 7 mètres de longueur, parfois même 7,50 mètres dans les armées hellénistiques tardives. Fabriquée en bois de frêne ou de cornouiller, elle pesait environ 5 kg et comportait 2 pointes de fer, une à chaque extrémité. La pointe supérieure servait au combat. Celle du bas permettait d'ancrer l'arme au sol pour résister aux charges de cavalerie. La longueur de la sarisse imposait de la tenir à 2 mains, rendant impossible l'utilisation du grand bouclier des hoplites traditionnels. Les phalangites portaient un petit bouclier rond de 60 cm de diamètre, attaché au cou par une lanière et manœuvré avec le coude. Leur protection se limitait à ce bouclier, un casque de fer, et parfois une cuirasse légère pour les officiers. En formation de combat, les phalangites se rangeaient sur 16 rangs de profondeur.
Chaque homme se tenait à environ 1 mètre de son voisin. Les 5 premiers rangs abaissaient leurs sarisses à l'horizontale. Les pointes des 5 premiers rangs dépassaient le front de la phalange, créant un véritable hérisson de fer, une muraille de pointes métalliques espacée d'1 mètre. Un ennemi approchant de face affrontait 5 rangées de lances. Même s'il esquivait la première, 4 autres le menaçaient immédiatement. Les rangs arrière tenèrent leurs sarisses en position oblique ou verticale, formant un écran protecteur contre les flèches et les javelots. Lors d'une charge, 16 rangs d'hommes avançaient en cadence. La masse combinée de plusieurs milliers de soldats créait une force de percussion capable de briser n'importe quelle ligne. Les historiens rapportent qu'aucune phalange macédonienne n'avait jamais été vaincue lors d'un assaut frontal. Cette formation avait conquis l'Asie sous Alexandre. Elle avait battu les armées perses de Darius, les tribus de Bactriane, les éléphants de Poros. Après la mort d'Alexandre, ses successeurs avaient continué à l'utiliser. Mais cette apparente invincibilité cachait des failles structurelles. La phalange exigeait un terrain parfaitement plat. Sur un sol accidenté, maintenir l'alignement devenait difficile. Les sarisses se heurtaient les unes aux autres. La formation était rigide. Une fois lancée, la phalange ne pouvait pas changer facilement d'orientation. Faire demi-tour était presque impossible. Les flancs et l'arrière restaient vulnérables. Face à cette machine, la légion romaine incarnait une philosophie radicalement différente. Au lieu d'une masse compacte, elle se divisait en manipules, petits groupes de 80 à 160 hommes, disposés en damier sur 3 lignes. La première ligne, les Hastati, regroupait les soldats jeunes. Derrière eux se tenaient les principes plus expérimentés. La troisième ligne, les Triarii, rassemblait les vétérans. Entre chaque manipule, un espace vide permettait la circulation et les manœuvres. Cette structure offrait une souplesse tactique extraordinaire. Les manipules pouvaient avancer, reculer, pivoter indépendamment. Si un manipule était débordé, celui derrière comblait la brèche. La deuxième ligne pouvait passer devant la première en quelques instants. La légion se transformait d'une formation large en plusieurs colonnes profondes selon les besoins. L'armement reflétait cette philosophie. Le légionnaire portait un gladius, une épée courte de 50 cm, parfaite pour le combat rapproché. Il disposait de 2 javelots lourds, les pilas. Avant l'engagement, les légionnaires les lançaient sur l'ennemi. Ces projectiles perçaient les boucliers et les armures. Une fois planté dans un bouclier, son poids le rendait inutilisable. Le scutum, bouclier rectangulaire et courbe, offrait une excellente protection du cou au genou. Chaque légionnaire portait un casque de bronze ou de fer, une cuirasse de maille, des jambières. Bien plus lourdement protégé que le phalangite, il pouvait encaisser des coups et continuer le combat. Mais l'atout majeur résidait dans l'encadrement. Chaque manipule avait 2 centurions, officiers promus au mérite. Ces 60 centurions par légion formaient une ossature de commandement capable de prendre des initiatives sans attendre les ordres supérieurs. L'entraînement du légionnaire était constant. Les soldats s'exerçaient quotidiennement au maniement des armes, aux formations, aux marches forcées. Cette professionnalisation donnait à Rome un avantage décisif. La Légion excellait sur terrain difficile et dans l'exploitation des opportunités tactiques. Sur un sol accidenté, là où la phalange perdait sa cohésion, les manipules gardaient leur efficacité. Quand une brèche s'ouvrait dans le dispositif ennemi, les manipules proches l'exploitaient immédiatement sans attendre la coordination de toute l'armée. La nuit précédant la bataille fut terrible. Des trombes d'eau s'abattirent sur la Thessalie. Les éclairs déchiraient le ciel. Les soldats dormaient bon mal sous leurs tentes trempées. Au matin du 26 juin, une brume épaisse noyait les collines, réduisant la visibilité à quelques dizaines de mètres. Philippe devait établir son camp et ravitailler ses troupes. Il envoya une partie de ses hommes chercher du fourrage pour les bêtes. Simultanément, il dépêcha un détachement de reconnaissance vers la crête séparant son armée de sa destination. Ces éclaireurs devaient sécuriser la zone et observer les mouvements ennemis une fois la brume dissipée. Flamininus ordonna également une reconnaissance. 1300 hommes grimpèrent vers la même crête pour repérer l'armée macédonienne. Les 2 détachements se heurtèrent dans le brouillard. La bataille de Cynocéphale commença par accident, sans plan préétabli, dans la confusion d'une escarmouche fortuite. Les Macédoniens, plus nombreux sur place, repoussèrent les Romains.
Flamininus envoya des renforts, 500 cavaliers et 2000 fantassins légers, romains et étoliens. Cette force inverse la situation. Les Macédoniens refluèrent, poursuivis par les troupes légères qui s'emparèrent de la Crète. Philippe reçut des messagers enthousiastes annonçant le succès initial. Ces rapports optimistes le poussèrent à une décision fatale. Malgré le terrain défavorable et la brume persistante, il décida d'engager toute son armée. Il envoya son hipparque Léon avec la cavalerie thessalienne et les mercenaires reprendre la Crète. Cette fois, les Macédoniens jetèrent les Romains en bas de la colline. Le va-et-vient se poursuivit. Chaque camp envoyait des renforts. La lutte pour la Crète s'intensifiait. Flamininus comprit qu'il ne pouvait plus se contenter d'escarmouches. Il ordonna à ses légions de se mettre en ordre de bataille. Philippe, recevant des rapports de plus en plus pressants, fit de même. Le terrain n'était pas celui qu'aurait choisi Philippe. Les collines de Cynocéphale offraient un sol inégal, rocailleux, en pente. Exactement le type de terrain où la phalange perdait son efficacité. Mais le roi se sentait piégé. Ses troupes étaient déjà engagées. Reculer créerait du désordre et pourrait déclencher une panique. Il décida de jouer son va-tout. Philippe rassembla la moitié de sa phalange, environ 8000 phalangites, plus les peltastes. Il laissa à son lieutenant Nicanor l'ordre de le suivre avec le reste des troupes dès que possible. Cette division des forces était déjà une erreur. La puissance de la phalange résidait dans sa masse compacte. La cinder affaiblissait son impact. Flamininus divisa son armée en 2 ailes. Il prit personnellement le commandement de l'aile gauche pour repousser les mercenaires macédoniens. Son aile droite, avec les éléphants de guerre, resta en réserve. Le général romain savait qu'il devait éviter un affrontement frontal avec la phalange. Il devait trouver une faille, exploiter le terrain difficile, utiliser la mobilité de ses légions. La brume commençait à se dissiper. Les 2 armées se faisaient face sur les pentes. Des milliers d'hommes s'apprêtaient à décider du sort de la Grèce et de la Macédoine. Aucun des 2 généraux ne savait que cette journée marquerait un tournant dans l'histoire militaire antique. Philippe apparut à la tête de sa phalange. 8000 hommes en formation sur 16 rangs. Le roi ordonna le déploiement rapide. Les phalangites se mirent en ligne, les peltastes sur la droite, les troupes légères et la cavalerie sur les flancs. La formation s'étendait sur les pentes, cherchant à maintenir l'alignement sur le terrain accidenté. Le roi voyait ses fantassins légers et ses mercenaires peiner face aux Romains. Il ne pouvait pas attendre Nicanor et le reste de la phalange qui arrivait au derrière. Philippe ordonna la charge immédiate. Engager une demi-phalange sur un terrain défavorable, c'était renoncer à ses principaux avantages. Mais le roi n'avait plus le choix. Flamininus suivit le mouvement. Son aile gauche grimpa la pente pour affronter les Macédoniens. Ce qui suivit démontra la puissance brute de la phalange, même sur terrain difficile. La charge macédonienne balaya l'aile gauche romaine comme un raz-de-marée de fer. Le mur de Saris s'abattit sur les légionnaires qui grimpèrent la pente. Les lances de 7 mètres atteignaient les Romains bien avant que leur gladius ne puisse frapper. Les légionnaires encaissaient des coups terribles. Les Saris transperçaient les scutums, les armures, les chairs avec une violence inouïe. Le dénivelé aggravait la situation. Les Macédoniens en hauteur profitèrent d'un avantage de portée supplémentaire. Leurs lances plongeaient vers les Romains qui montaient, frappant par-dessus les boucliers, cherchant les gorges, les visages, les épaules. Les légionnaires de première ligne tombaient par dizaines. Ceux derrière trébuchaient sur les corps. La pente rendait l'avancée difficile, la retraite dangereuse. L'aile gauche romaine recula en désordre. Les manipules perdaient leur cohésion. Les centurions hurlèrent des ordres que personne n'entendait dans le chaos. Les hommes fuyaient, dévalant la pente pour échapper à cette forêt de fer qui les massacrait. Flamininus voyait son flanc s'effondrer sous la pression. La phalange de Philippe avançait inexorablement. Les phalangites hurlaient leurs cris de guerre. Le roi lui-même menait la charge, encourageant ses hommes. Les Saris se levaient et retombaient en cadence, fauchant tout devant elles. Les Romains qui tentèrent de résister étaient transpercés par plusieurs lances simultanément. Ceux qui fuyaient étaient poursuivis et abattus dans le dos. Les Macédoniens gagnaient du terrain. Mètre après mètre, ils repoussaient l'aile gauche romaine. Les légionnaires les plus braves tentaient de tenir, formant des îlots de résistance désespérés.
mais les Sarisses trouvaient toujours un passage. Un légionnaire pouvait bloquer 1 ou 2 lances avec son scutum, mais pas 5. La longueur de la sarisse rendait impossible l'approche au corps à corps où le gladius aurait fait des ravages. Philippe voyait la victoire à portée de main. Son aile droite triomphait. Les Romains fuyaient. Si cette déroute se généralisait, Flamininus serait obligé d'engager ses réserves pour couvrir la retraite. La bataille pouvait encore être gagnée. Le roi ordonna à ses phalangites de presser l'attaque, de ne pas laisser aux Romains le temps de se reformer. Mais pendant que l'aile droite macédonienne triomphait, l'aile gauche de Philippe vivait un cauchemar. Nicanor arrivait enfin avec le reste de la phalange. 8000 hommes de plus devaient se déployer et rejoindre la bataille. Mais le terrain chaotique rendait la manœuvre extrêmement difficile. Les phalangites de Nicanor tentaient de former leur ligne en descendant les pentes. Les rochers, les broussailles, les dénivelés brisaient l'alignement. Un phalangite trébuchait, sa sarisse heurtait celle de son voisin. La formation se disloquait avant même d'avoir engagé l'ennemi. Les hommes criaient, cherchant leur place dans les rangs. Les officiers hurlaient des ordres contradictoires. La confusion régnait. Les sarisses de 7,50 m, efficaces sur terrain plat, devenaient un handicap mortel sur ces pentes rocailleuses. Elles s'accrochaient aux arbustes, se coinçaient entre les rochers. Certains phalangites les abandonnaient pour pouvoir avancer. D'autres tentèrent de les tenir horizontalement, mais heurtaient leurs camarades. La phalange perdait sa cohésion avant même d'avoir vu l'ennemi. Flamininus observait cette confusion depuis sa position. Son aile gauche était en déroute, mais son aile droite restait intacte. Les éléphants attendaient, les légionnaires étaient frais. Le général romain prit une décision instantanée qui allait changer le cours de la bataille. Il ordonna à son aile droite de charger immédiatement contre l'aile gauche macédonienne encore en désordre. Les éléphants carthaginois s'élancèrent en premier. Ces bêtes massives de plusieurs tonnes chargèrent vers les pentes, suivis des légionnaires romains et des Étoliens. Le sol tremblait sous leurs pas. Leur barrissement résonnait dans les collines, un son terrifiant qui glaçait le sang. Les phalangites de Nicanor, déjà déstabilisés par le terrain, virent ces monstres charger vers eux. La panique se répandit comme une traînée de poudre. Ces hommes n'avaient jamais affronté d'éléphants. Ils avaient entendu les histoires des guerres d'Alexandre contre Poros, des batailles d'Hannibal en Italie. Mais voir ces créatures foncer droit sur eux était une autre affaire. Certains phalangites tentèrent de former une ligne défensive. Ils abaissèrent leurs sarisses, espérant que le mur de pointe arrêterait les éléphants. Mais les bêtes, entraînées pour la guerre, ne ralentirent pas. Elles fonçaient en ligne, leur défense balançant de droite à gauche. Les premières sarisses qui les touchèrent se brisèrent comme du bois mort. Les éléphants piétinèrent les phalangites qui se trouvaient sur leur chemin, les écrasant sous plusieurs tonnes de chair et d'os. Derrière les éléphants, les manipules romains frappèrent la phalange désorganisée avec une efficacité brutale. Là où les Macédoniens avaient perdu leur formation, les légionnaires exploitaient chaque brèche. Le gladius, inutile face à un mur de sarisses, devenait mortel contre des ennemis isolés. Les légionnaires avaient été entraînés spécifiquement pour ce type de combat. Ils ne chargeaient pas en ligne massive, chaque manipule avançait indépendamment, cherchant les failles dans le dispositif ennemi. Quand un phalangite se trouvait isolé, 2 ou 3 légionnaires l'encerclaient. Le premier bloquait la sarisse avec son scutum, le deuxième frappait avec son gladius, visant le ventre, les côtes, la gorge. Le troisième achevait le travail. Les phalangites abandonnaient leurs sarisses encombrantes. Ils tentaient de sortir leurs épées courtes, les xyphos ou les macheras. Mais l'entraînement romain au corps à corps était supérieur. Les légionnaires esquivaient, bloquaient, ripostaient avec une précision mortelle. Leur scutum offrait une protection bien meilleure que le petit bouclier macédonien. Leur gladius, conçu pour frapper de pointe dans les espaces restreints, perçait les défenses adverses. Les Étoliens se jetèrent dans la mêlée avec sauvagerie. Ces guerriers grecs combattaient pour leur liberté contre Philippe. Ils n'avaient aucune pitié. Ils frappaient avec leurs lances, leurs épées, leurs couteaux. Les phalangites de Nicanor, pris entre les éléphants, les légionnaires et les Étoliens, commencèrent à fuir. L'aile gauche macédonienne s'effondra en quelques minutes. Nicanor ne put jamais organiser une défense cohérente. Ses hommes, terrorisés et désorientés, s'enfuyaient dans toutes les directions.
Certains jetaient leurs armes pour courir plus vite. D'autres tentèrent de se rendre. Les Romains les poursuivaient, transformant la retraite en déroute sanglante. Mais la bataille n'était pas terminée. L'aile droite de Philippe continuait à repousser l'aile gauche romaine. Les phalangites avançaient toujours, leurs sarisses fauchant tout devant eux. Flamininus voyait ses meilleures troupes reculer, subir des pertes terribles. Si cette aile s'effondrait complètement, Philippe pourrait encore retourner la situation en pivotant sa phalange victorieuse contre le centre romain. C'est alors qu'un tribun militaire romain, dont l'histoire n'a pas retenu le nom, prit l'initiative qui sauva la journée. Cet officier commandait une partie de l'aile droite qui venait de mettre en déroute l'aile gauche macédonienne. Voyant la situation critique de l'aile gauche romaine, il prit une décision audacieuse sans attendre les ordres de Flamininus. Il détacha 20 manipules de son commandement, environ 2000 hommes. Au lieu de poursuivre les fuyards de Nicanor, il conduisit ses troupes en arc de cercle autour du champ de bataille. Les manipules grimpèrent la colline en évitant les combats. Ils contournèrent la mêlée centrale, puis ils frappèrent l'arrière de la phalange de Philippe. Les 20 manipules romains émergèrent derrière la phalange victorieuse de Philippe. Les phalangites, concentrés sur leur poursuite des Romains devant eux, ne virent pas venir le danger. Les légionnaires chargèrent en silence, leurs centurions leur ayant ordonné de ne pas crier pour ne pas alerter l'ennemi. La phalange, formation offensive redoutable de face, devenait pathétiquement vulnérable attaquée de dos. Les phalangites ne pouvaient pas faire demi-tour rapidement avec leurs sarisses de 7 mètres. Tourner en formation serrée nécessitait du temps et de l'espace. Sur ce terrain accidenté, c'était pratiquement impossible. Ils ne pouvaient pas combattre à revers avec ces longues lances. Leurs petits boucliers ne protégeaient que leur face avant. Les légionnaires s'engouffrèrent dans les rangs macédoniens par derrière. Leurs gladius trouvaient les dos sans protection, les nuques exposées, les flancs vulnérables. Les phalangites des derniers rangs tombaient sans comprendre ce qui leur arrivait. Ceux qui se retournaient découvraient avec horreur que l'ennemi était derrière eux. La panique se répandit rapidement. Les phalangites tentaient de se retourner, mais c'était impossible en formation serrée. Ceux qui abandonnaient leurs sarisses pour sortir leurs épées courtes se trouvaient désarmés face aux légionnaires lourdement protégés et entraînés au corps à corps. Ceux qui tentèrent de garder leurs longues lances ne pouvaient pas les manœuvrer dans l'espace restreint. Les sarisses s'entrecroisaient, bloquant les mouvements de tous. Les manipules romains exploitaient méthodiquement cette confusion. Ils ne chargeaient pas en masse désordonnée. Chaque manipule formait un coin qui pénétrait la phalange à un endroit spécifique. Les légionnaires avançaient en formation serrée, leur scutum formant un mur devant eux. Ils poussaient, frappaient, avançaient. Poussaient, frappaient, avançaient. Une progression implacable. Les phalangites comprenaient que leur formation était brisée. Certains tentaient de former des cercles défensifs. D'autres cherchaient à s'échapper. La plupart mouraient là où ils se tenaient, transpercés par les gladius qui frappèrent de partout. Le sol rocailleux devenait glissant de sang. Les corps s'entassaient. Les blessés hurlaient, piétinés par les combattants. Philippe, à l'avant de sa phalange, réalisa soudain que ses arrières ne répondaient plus. Il se retourna et vit le cauchemar. Son aile droite victorieuse se faisait tailler en pièces par derrière. Son aile gauche avait fui. Il n'avait plus de réserve, plus d'options. Rester signifiait mourir ou être capturé. Le roi macédonien ordonna la retraite. Il quitta le champ de bataille avec sa cavalerie et quelques mercenaires. Cette fuite du commandant brisa le moral des phalangites restants. Ceux qui combattaient encore comprirent que tout était perdu. Ils jetèrent leurs sarisses au sol, le signe traditionnel de reddition chez les Macédoniens. Mais les légionnaires romains ne connaissaient pas ce symbole. Pour eux, un ennemi debout était un ennemi dangereux. Ils continuèrent le massacre. Des milliers de Macédoniens désarmés furent tués avant que des officiers romains ne comprennent et n'ordonnent d'arrêter le carnage pour faire des prisonniers. L'aile gauche romaine, qui avait été repoussée par la charge macédonienne, se rallia et revint au combat. Voyant la phalange ennemie en déroute, les légionnaires reprirent confiance. Ils chargèrent les phalangites survivants qui tentaient de fuir. La poursuite se transforma en chasse à l'homme. Les Macédoniens couraient en jetant leurs équipements. Les Romains les rattrapaient et les abattaient.
Le soleil perçait enfin la brume quand les combats cessèrent. Le champ de bataille offrait un spectacle d'horreur. Les pentes des cynocéphales étaient jonchées de cadavres. 8000 Macédoniens gisaient morts, principalement des phalangites de l'aile droite qui avaient été pris au piège. 5000 autres avaient été capturés. Les pertes romaines s'élevaient à environ 700 hommes, principalement dans l'aile gauche qui avait affronté la charge de la phalange. Les Étoliens arrivèrent les premiers au camp macédonien abandonné. Ils le pillèrent méthodiquement, prenant tout ce qui avait de la valeur. Quand les légionnaires romains arrivèrent plus tard, ils trouvèrent le camp déjà dépouillé. Leur colère fut intense. Ils se plaignirent amèrement à Flamininus. On les exposait au danger pendant que d'autres récoltèrent le butin. Le général parvint à calmer ses hommes, mais cette tension révélait les failles de la coalition. Le lendemain, Flamininus rassembla les prisonniers et les dépouilles. La puissance macédonienne était brisée. Philippe V, réfugié à Larissa avec les débris de son armée, comprit qu'il devait négocier. Il envoya des ambassadeurs demander la paix. Flamininus imposa des conditions sévères, mais pas humiliantes. Il savait qu'une Macédoine totalement détruite créerait un vide de pouvoir dangereux dans les Balkans. Philippe conservait la Macédoine propre, mais devait évacuer toutes ses possessions en Grèce, en Asie mineure et dans la mer Égée. Il perdait les 3 forteresses stratégiques de Démétrias en Thessalie, Chalcis en Eubée et l'Acrocorinthe, surnommées les entraves de la Grèce. Ces places fortes permettaient de contrôler les mouvements entre le nord et le sud de la Grèce. En les perdant, Philippe renonçait à toute influence au sud de ses frontières. Sa flotte de guerre fut livrée à Rome. La marine macédonienne avait toujours été secondaire comparée aux grandes flottes rhodiennes ou égyptiennes, mais elle permettait à Philippe de menacer les îles et les côtes grecques. Sa destruction garantissait que la Macédoine resterait une puissance continentale enfermée dans ses montagnes. Une indemnité de 1000 talents devait être payée. Cette somme représentait plusieurs années de revenus royaux. Elle ne ruinait pas la Macédoine, mais l'affaiblissait suffisamment pour l'empêcher de se réarmer rapidement. Le paiement s'étalait sur 10 ans, permettant à Rome de surveiller le respect du traité. Des otages garantissaient le respect de ces conditions. Parmi eux se trouvait Démétrios, le propre fils de Philippe. Cette pratique romaine assurait que les vaincus ne tenteraient pas de rompre le traité. Les otages étaient bien traités à Rome, servant d'ambassadeurs involontaires et de garanties vivantes. Mais le coup de génie de Flamininus vint après la signature du traité. En 196, lors des Jeux isthmiques qui se déroulaient près de Corinthe, il fit une annonce spectaculaire. Devant une foule immense de spectateurs grecs, il proclama solennellement la liberté des cités grecques. Plus de garnisons étrangères, plus de tribus, l'autonomie complète sous protection romaine. L'enthousiasme fut délirant. Les Grecs voyaient en Rome une libératrice plutôt qu'une conquérante. Ils ignoraient qu'ils venaient de troquer la domination macédonienne directe contre l'hégémonie romaine indirecte. Flamininus avait brillamment transformé une victoire militaire en conquête politique. Rome contrôlait désormais la Grèce sans avoir besoin d'y maintenir des troupes permanentes. Cette victoire diplomatique consolidait la victoire militaire. Mais au-delà des conséquences politiques immédiates, Cynocéphale marquait un tournant dans l'histoire militaire. Pour la première fois, la phalange macédonienne avait été définitivement vaincue en bataille rangée. Le mythe de son invincibilité s'effondrait. L'analyse de la bataille révélait les faiblesses structurelles de la phalange face à une formation plus flexible. Sur terrain plat, la phalange restait redoutable, comme l'avait prouvé la charge victorieuse de l'aile droite de Philippe. Mais sur un sol accidenté, elle perdait sa cohésion. Et surtout, elle ne pouvait pas réagir rapidement au changement de situation. La décision du tribun romain de détacher 20 manipules pour frapper l'arrière de la phalange illustrait parfaitement l'avantage de la Légion. Cette initiative tactique locale, prise sans attendre les ordres du général en chef, était impossible dans une phalange où chaque mouvement nécessitait la coordination de milliers d'hommes. La sarisse, arme terrible de face, devenait un handicap dans le combat fluide. Sa longueur empêchait les mouvements rapides. Sur terrain accidenté, elle s'accrochait, se brisait, gênait les camarades. Une fois la formation rompue, le phalangite se retrouvait presque sans défense face aux légionnaires lourdement armés et entraînés au corps à corps. Polybe, historien grec qui analyserait cette bataille des décennies plus tard,
identifierait précisément ses faiblesses. Il soulignerait que la phalange ne pouvait combattre que dans des conditions idéales. Terrain plat, formation complète, attaque frontale. Dès que ces conditions n'étaient au plus réunies, la Légion reprenait l'avantage par sa flexibilité et sa capacité d'adaptation. Les défaites macédoniennes résultaient aussi d'erreurs stratégiques évitables. À Cynocéphale, Philippe avait engagé le combat sur un terrain défavorable avec une phalange divisée, sans attendre la mise en place complète de ses forces. Il avait été poussé au combat par les circonstances plutôt que d'avoir choisi son moment. Un général de la trempe d'Alexandre aurait probablement refusé le combat dans ces conditions. Mais la tendance historique était claire. La phalange macédonienne avait évolué dans une direction problématique. Au cours du IIIe siècle, les sarisses s'étaient allongés, passant de 5 à 7,50 mètres. Cette course aux armements entre royaumes hellénistiques cherchait à dépasser les lances adverses, mais alourdissait dangereusement la formation. Les boucliers et armures s'étaient également alourdis pour mieux résister aux sarisses ennemis. Résultat, la phalange perdait sa mobilité. Elle devenait une formation exclusivement défensive, incapable des manœuvres rapides qui avaient fait sa force sous Alexandre. Les chroniqueurs rapportent que ces phalanges tardives étaient incapables de faire demi-tour. La Légion romaine, elle, continuait à évoluer. Les leçons de Cynocéphale furent intégrées. Les manipules s'entraînaient spécifiquement à exploiter les flancs et l'arrière des formations compactes ennemies. L'utilisation des éléphants de guerre pour briser la cohésion adverse devenait une tactique standard contre les armées hellénistiques. La vraie leçon de Cynocéphale dépassait la simple tactique. Cette bataille opposait deux philosophies militaires et deux systèmes politiques. La phalange incarnait le modèle des monarchies hellénistiques, centralisées, hiérarchiques, dépendant du génie d'un roi. La Légion représentait le système républicain romain, décentralisé, fondé sur l'initiative locale, porté par une classe moyenne de citoyens soldats et d'officiers méritocratiques. Rome ne produisait pas forcément de meilleurs généraux qu'Alexandre, mais elle produisait des dizaines de bons généraux, des centaines de centurions compétents, des milliers de soldats professionnels. Cette profondeur de talent compensait l'absence de génie individuel. Quand un consul échouait, un autre prenait sa place. Quand une légion était détruite, Rome en levait deux nouvelles. Cynocéphale n'était que le début. 30 ans plus tard, en 168 avant Jésus-Christ, une autre bataille confirmerait les leçons de 197. À Pydna, le consul Paul-Émile affronterait Persée de Macédoine, le fils de Philippe V. La phalange macédonienne chargerait avec une puissance terrifiante, repoussant initialement les légions romaines. Mais sur terrain accidenté, elle perdrait sa cohésion. Les manipules romains s'infiltreraient dans les brèches, massacrant les phalangites impuissants. Après Pydna, la Macédoine cesserait d'exister comme royaume indépendant. Rome la diviserait en 4 républiques clientes avant de l'annexer définitivement en 146. La même année, Corinthe serait détruite après une révolte, la Grèce transformée en province romaine. L'ère hellénistique s'achevait dans le sang et les cendres. Les dernières phalanges macédoniennes disparaîtraient progressivement. Les royaumes hellénistiques adoptaient des formations mixtes, intégrant des éléments romains. Le royaume séleucide maintenait encore quelques phalanges, mais elle combattait principalement contre les Parthes à l'est. En Occident, la légion romaine régnait sans partage. En 30 avant Jésus-Christ, la mort de Cléopâtre et l'annexion de l'Égypte marqueraient dans la fin définitive de l'époque hellénistique. Les derniers phalangites déposeraient leurs sarisses. Rome dominait désormais tout le bassin méditerranéen, de l'Espagne à la Syrie, de la Gaule à l'Égypte. Philippe V survécut 22 ans à Cynocéphale. Ces années furent amères. Le roi vieillissant regardait son royaume diminuer, ses ambitions brisées. Il avait tenté de restaurer la puissance macédonienne en aidant Rome contre Antiochos, roi de Syrie, espérant regagner quelques territoires. Rome l'avait utilisé puis ignoré. Il mourut en 179, amer et humilié, voyant son fils Démétrios exécuté après avoir été accusé de trahison. Persée tenterait de restaurer la grandeur macédonienne, mais échouerait à Pydna. La dynastie antigonide s'éteindrait dans les geôles romaines. Les descendants d'Alexandre disparaîtraient de l'histoire, emportant avec eux l'âge des conquêtes orientales et des royaumes hellénistiques. Flamininus, lui,
rentra triomphant à Rome en 194. Son triomphe fut grandiose. Il paradait dans les rues de Rome, suivi par des chariots remplis de butin, des prisonniers macédoniens enchaînés, des otages grecs de noble naissance. La foule romaine l'acclamait comme le vainqueur de la Macédoine, le libérateur de la Grèce. Sa carrière politique se poursuivit avec succès. Il fut envoyé en mission diplomatique en Orient, négocia avec Antiochos III, participa à la vie politique romaine. Mais sa plus grande réussite restait la Grèce. Il avait réussi là où ses prédécesseurs avaient échoué, soumettre la Macédoine sans aliéner les Grecs, transformer une victoire militaire en hégémonie politique durable. Il mourut vers 174, respecté et honoré. Mais le véritable vainqueur de Cynocéphale n'était ni Philippe ni Flamininus. C'était le système militaire romain dans son ensemble. La légion manipulaire prouva sa supériorité non pas dans une bataille, mais dans une succession de conflits contre des adversaires variés. Elle battrait les phalanges à Cynocéphales et Pydna, les guerriers celtes à Télamon, les cavaliers parthes temporairement à Carae, les éléphants carthaginois à Zama. Cette adaptabilité était la clé. La légion évoluait constamment, intégrant les leçons de chaque guerre. Les manipules deviendraient plus tard des cohortes. L'équipement changerait, les tactiques s'ajusteraient, mais le principe fondamental restait. Une formation flexible, des sous-unités autonomes, un commandement décentralisé, un entraînement constant. La phalange macédonienne, héritière d'Alexandre, appartient désormais à l'histoire. Les tacticiens byzantins la mentionneraient encore des siècles plus tard, mais comme curiosité antique. Personne ne tenterait sérieusement de la ressusciter. Son époque était révolue, balayée par l'évolution militaire et politique. Cynocéphale marqua donc bien plus qu'une victoire romaine sur la Macédoine. Cette bataille incarnait le passage d'un modèle militaire à un autre, d'une époque à une autre. La flexibilité supplantait la rigidité. L'initiative remplaçait l'obéissance mécanique. La professionnalisation l'emportait sur la tradition figée. Les petites unités autonomes battaient la masse compacte. Les collines brumeuses de Thessalie avaient vu s'affronter deux philosophies de la guerre. L'une remontait à Alexandre et à ses conquêtes fulgurantes, reposant sur le génie d'un homme et la puissance brute d'une formation invincible de face. L'autre annonçait l'Empire romain et ses légions adaptables, fondées sur la compétence collective et la capacité à s'ajuster aux circonstances. Le 26 juin 1977 avant Jésus-Christ, sur les pentes rocailleuses des Cynocéphales, l'avenir vainquit le passé. La phalange macédonienne, qui avait dominé les champs de bataille pendant 150 ans, rencontrait son maître. La légion romaine entrait dans l'histoire comme la force militaire dominante de l'Antiquité. Elle le resterait pendant près de 5 siècles, jusqu'à ce que de nouvelles évolutions militaires la rendent à son tour obsolète. Mais ce jour-là, sous le soleil perçant enfin la brume thessalienne, Rome prouvait que l'adaptabilité battrait toujours la rigidité, que l'intelligence collective surpasserait le génie individuel, que l'avenir appartenait à ceux qui savaient changer.